En France, vous ne voyez pas que souvent, comme par hasard, avant une élection, un attentat arrive toujours bien placé, un phénomène arrive toujours au meilleur moment. Est-ce que vous voyez un peu? Si on analyse comment la mort de Charlie Kirk est arrivée, Charlie Kirk a été pragmatisé par un tir de précision. Un tir qu'il a touché au niveau de la carotide et au niveau aussi de la jugulaire. Alors la carotide, pour ceux qui ne savent pas, c'est une grande artère. Hein. Une artère, c'est un vaisseau sanguin qui est relié au cœur. C'est même le vaisseau sanguin principal, n'est-ce pas? C'est le plus gros des vaisseaux sanguins qui a pour habitude, qui a pour rôle, si vous voulez, de driver le sang depuis, n'est-ce pas, le cœur vers d'autres endroits, n'est-ce pas, du cœur. Ce sont les vaisseaux sanguins principaux. Vous comprenez ça comme ça, pour ne pas aller en profondeur. Et c'est situé au niveau du cou, n'est-ce pas? En fait, ça transporte le sang, donc du cœur vers le cerveau et aussi vers le visage. Parce que normalement, il y en a deux les artères. Hein? Donc, vous avez la carotide intérieure, ou interne si vous voulez, et la carotide externe. N'est-ce pas? La carotide interne, merci beaucoup Njumek, la carotide interne, ça va emmener le sang du cœur, n'est-ce pas? C'est incroyable ce que ce gamin a fait. Oui, donc le titre c'était... Ok, d'accord, je comprends. Donc vous voyez un peu, n'est-ce pas? L'homme noir qui a pragmatisé l'Ukrainien dans le métro était sous scopolamine. Je suis sûr qu'il était sous scopolamine. C'est des personnes qu'on manipule facilement, qu'on lui a donné des substances. Déjà qu'il était un peu schizophrène déjà. Donc on lui a administré une substance, il est parti et on lui a dit, quand tu vas faire ça, tu répètes que je n'aime pas, I hate white men, je déteste les blancs. Et puis, tu vois, non? C'est une bataille politique. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais rendez-vous à l'évidence quand même. Donald Trump était en train de descendre au niveau des sondages. Donald Trump est en train de perdre les sondages. Il est accablé par beaucoup de personnes qui l'ont soutenu, mais qui commencent à lui tourner le dos partout sur les réseaux et qui commencent maintenant à dire Donald Trump, on veut avoir clair sur cette affaire de Jeffrey Epstein. On veut savoir si réellement tu as été sur cette liste-là. Pourquoi depuis que tu es passé, tu ne fais pas la clarté sur ça? Et pourquoi ce copinage avec Netanyahou? Pourquoi bombarder la Palestine? Pourquoi bombarder l'Iran? Et pourquoi tu veux envoyer des armes et de l'argent en Ukraine? Et donc Trump était de plus en plus détesté. Et donc il y avait en train de se préparer, d'ailleurs même Barack Obama et Kamala Harris et les autres ont recommencé maintenant parce qu'ils n'avaient pas pris la parole depuis longtemps. Les gens qu'on appelle ça, du Parti démocrate ont commencé maintenant à reprendre la parole. Et il y avait des manifestations gigantesques qui étaient prévues aux États-Unis contre Trump. Comme par hasard, tout ça vient d'être résolu. L'émotion. Il suffit d'un meurtre bien placé, d'un personnage connu, n'est-ce pas, comme être soutien de Trump, pour que l'opinion publique, pour que le sondage, n'est-ce pas, la sympathie pour Trump augmente encore. Et que les gens qui demandent des comptes à Trump là se taisent. Est-ce que vous voyez un peu? En politique, il n'y a pas d'amis. Le monde de la politique est un monde dans lequel on ne recule devant rien. Si des politiciens sont capables de vitrifier des villages entiers, vous pensez que c'est un individu qu'ils ne vont pas pragmatiser sous prétexte que tu es connu? Et quand vous regardez le tir, comme je vous disais, de ce sniper, c'est un tir qui a été fait, je ne sais pas si c'était 180 mètres, quelque chose comme ça, c'était quand même assez long. Donc il faut un tir de précision
80 mètres, un truc comme ça. Il fallait un tir de précision, n'est-ce pas? Parce que tirer, c'est pas facile hein, sur un fusil sniper. Il faut prendre en compte le vent, donc il faut avoir des données météo, savoir la direction du vent. 180 mètres, 180, ok, 200 mètres à peu près, donc 180 mètres. Vous savez, tirer à 180 mètres, 100 mètres, ce n'est pas rien. Un tir de 180, 200 mètres à peu près, il faut quelqu'un d'extrêmement formé, quelqu'un d'aguerri, ce qu'on appelle un professionnel. Et réussir à toucher quelqu'un dans la jugulaire et la carotide, c'est-à-dire au niveau du cou, précisément. Réussir à toucher quelqu'un au niveau du cou à cette distance, c'est une précision inégalée. Et le cou est un élément très petit du corps. Mais même sur le cou, réussir à toucher précisément la carotide, et surtout cette carotide intérieure qui permet, n'est-ce pas, d'emmener le sang du cœur vers le cerveau pour oxygéner le cerveau. Ce qui fait que si c'est endommagé, ton cerveau sera désoxygéné pendant un moment. Et on sait que la véritable mort, c'est ce qu'on appelle la mort cérébrale. Ton cerveau ne sera pas assez oxygéné et donc il va dysfonctionner et s'arrêter. Et ton cœur va perdre aussi trop de sang parce que, n'oublions pas, c'est une artère. Quand une artère est touchée, tu perds beaucoup de sang. Voilà pourquoi il y a une autre artère, par exemple, beaucoup de gens meurent à cause de ça, au niveau de vos cuisses, à l'intérieur de la cuisse, là, la partie que vous caressez souvent de la cuisse qui est à l'intérieur. On appelle ça, il y a une artère là-bas qu'on appelle l'artère fémorale. Et cette artère, il faut faire attention de ne pas se blesser à l'intérieur de la cuisse. Hein? La partie de la cuisse qui regarde l'autre cuisse. Parce que si on te blesse là-bas, ça peut toucher facilement l'artère fémorale et tu vas perdre beaucoup de sang et tu vas mourir. C'est la partie que vous caressez souvent là dans la cuisse qui donne souvent des sensations bizarres. C'est là-bas où il y a justement cette affaire. Si vous comprenez. Fémoral, ça vient de fémur. Comme l'os le plus lent du corps, c'est le fémur, n'est-ce pas? Celui qui part de la hanche jusqu'au genou. Et donc, c'était un tir de précision. Réussir à toucher cette carotide, et il y a aussi la jugulaire. Alors, comme je vous ai dit, hein, carotide, donc voilà, il y a aussi la carotide extérieure, celle qui fait l'inverse, hein, c'est-à-dire qui amène le sang plutôt vers le visage, plutôt que vers le cerveau. Et de l'autre côté, vous avez certaines veines, ce qu'on appelle des veines jugulaires. Eux, maintenant, ils amènent le sang du cerveau jusque dans le cœur, pour qu'il soit réoxygéné. Donc du visage du cerveau vers le reste. En fait, cette technique-là, ce n'est pas anodin. Réussir à placer une balle dans le cou de quelqu'un, c'est une technique qui est connue par les tireurs de précision. Ça a même un nom en anglais que j'oublie. Mais les snipers connaissent ça. Et ça demande un niveau d'entraînement excellent. Un niveau d'entraînement élevé. Et ça demande aussi ce qu'on très respecté. Donc, ce tir ne pouvait être réalisé que par quelqu'un qui a un niveau d'entraînement élevé et une discipline de tir d'un niveau professionnel, d'une précision incroyable, et qui connaît aussi les techniques de comment abattre un animal. Parce que l'abattre au niveau, ça s'applique beaucoup avec des sangliers, ainsi de suite. Toucher un animal, les chasseurs savent que toucher un animal sur la tête, c'est pas toujours ça qu'il faut. C'est souvent plus préférable de le toucher vers le cou. Ça, c'est une technique que les chasseurs savent, mais aussi que les tireurs de précision savent. Et donc, celui qui faisait ça savait ce qu'il faisait. Mais pour atteindre ce niveau, il faut des équipes organisées. Une seule personne, c'est un peu difficile. Parce que c'est des endroits qui sont très sécurisés. Qu'on le veuille ou non, les États-Unis, c'est quand même un pays qui est un peu sécurisé. Autant tu peux faire des shootings de masse, sortir un fusil et puis arroser tout le monde comme ça, c'est possible. Mais réussir à monter sur un toit
et réussir quelque chose, vu les caméras qu'il y a partout aux États-Unis, c'est un peu compliqué quand même. Mais là, on nous explique que ce gars est monté, n'est-ce pas, et il a réussi à faire ces histoires sans que personne ne voie. Là, c'est quand même problématique. Et en plus, les gens, le gars, quand il était en train de, avant de tirer, il a tout fait pour, parce que Charlie avait un micro. Donc, pour éviter que la balle touche le micro, il a attendu le bon moment quand il était en train de répondre à une question. Dès qu'il a enlevé le micro pour prendre la prochaine question, là, la balle est arrivée. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, la précision. Il y a aussi des gens qui ont relevé, n'est-ce pas, des signes bizarres qui étaient réalisés par des proches, certains proches de Charlie Kirk, son staff de sécurité et quelques personnes qui étaient à côté qui faisaient des signes un peu chelous. Et quelqu'un avait fait un certain signe là, et pile au moment où il a fait le signe, le coup de feu est arrivé. Et la personne était placée en direction de là où venait la balle. Genre, c'est comme si moi, mon visage fixe, non pas Charlie qui est à côté de moi, mais fixe l'endroit où se trouve, là où viendra la balle, et je fais un signe et la balle vient. Tu vois? C'est un peu louche quand même. C'est louche. Donc les gens ont relevé ces signes un peu bizarres, ces coïncidences qui, quand elles s'accumulent, on ne sait pas s'il faut continuer toujours à les appeler coïncidences. Parce que pour réaliser ce tir, une fois de plus, il faut des équipes organisées. C'est un peu. Une équipe organisée, une équipe entraînée, une équipe d'un niveau militaire, une équipe de précision, une équipe professionnelle. Il y a un jet privé qui avait été relevé aussi. Un jet privé qui avait quitté l'aéroport de Provo. C'était 1 heure avant l'assassinat de Kirk. Et cet aéroport se trouvait non loin du lieu où il y avait l'assassinat. Et ce qui a un peu intrigué les gens, c'est que cet avion qui portait l'identifiant November 888, n'est-ce pas? Donc November c'est N, hein? 888, kilo avec K. Comment on dit G? G c'est quoi? C'est gamma? Non, c'est pas gamma. G dans le langage militaire c'est quoi les amis déjà? La lettre G. Tango, Mikey, G c'est Golf, Kilo Golf, voilà. Donc c'est November 888 Kilo Golf. C'est l'identifiant de l'avion en question. C'est un peu comme l'immatriculation pour les voitures, quoi. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un outil dans un avion, une espèce de transpondeur qui envoie des signaux radio. Ça s'appelle l'ADSB, pour je crois Automatic Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Voilà, si ma mémoire est bonne. ADBS. Ça envoie des signaux pour qu'on puisse identifier où est un vol. Et eux, ils avaient éteint le truc en question. Alors, c'est pas illégal de l'éteindre. C'est pas illégal, mais c'est suspect. Vous comprenez? Ce n'est pas illégal, mais c'est suspect quand même. Parce qu'ils ont voulu voler de manière incognito. La plupart des avions n'ont pas besoin de faire ça. Donc, voilà, pour ne pas... Ils ont cessé d'émettre d'une certaine manière. Donc, ce qui peut être assez bizarre. Autre chose, Charlie Kirk était longtemps, comme je vous le disais, dans le clivage noir versus blanc. Voilà. Mais petit à petit, gauche versus droite, un wokiste versus conservateur. Mais ces derniers temps-là, son discours a vraiment changé. Comme je vous l'ai montré, il a commencé à critiquer Israël sur l'audio qu'on vient d'entendre. C'est une vidéo d'ailleurs. Mais il a commencé aussi à se poser des questions du genre, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui chapeautent tout ça en haut? Les gens ont commencé à se dire, mais il a commencé à se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une élite, une oligarchie qui nous manipule en nous mettant
les uns contre les autres. Et s'il y avait une élite qui fabriquait ces clivages artificiellement? Souvenez un peu. Donc il a commencé à regarder plus haut. Est-ce qu'il n'y a pas des oiseaux qui sont sur l'arbre qui lâchent du caca sur ceux qui sont en bas? Plutôt que de faire des guerres horizontales, est-ce qu'on ne devrait pas faire la guerre verticale? Est-ce qu'on ne devrait pas pointer les potentiels bénéficiaires de toute cette guerre civile qui est à l'horizon? C'est les questions qu'il a commencé à poser, ces réflexions-là qui l'ont commencé à l'entraîner vers la tombe. Kirk est devenu très critique envers le gouvernement israélien, mais aussi envers le gouvernement ukrainien. Il a commencé à profondément critiquer le gouvernement ukrainien et tous les trucs. Il s'est plaint lors de son interview, d'ailleurs même chez Megyn Kelly. Si vous allez regarder chez Megyn Kelly, vraiment, ça s'appelle The Megyn Kelly Show. Il s'est plaint, il avait dit, mais je suis régulièrement harcelé par des partisans de Israël. C'est ce qu'il a dit là-bas. Il a dit que des partisans, des pro-israéliens, des sionistes le harcelaient beaucoup ces derniers temps. Et comme par hasard, le mec, il meurt. Et on sait qu'Israël a ce qu'on appelle des fermes à trolls. Les fermes à trolls, les gouvernements payent des services secrets de plusieurs pays, ou les agences de renseignement, on va dire. Le Mossad a commencé avec ça, les autres ont copié. Ils ont ce qu'on appelle des fermes à trolls. Les fermes à trolls, c'est des gens qui sont payés, hein, des étudiants, ainsi de suite, qui sont payés pour aller inonder les réseaux sociaux, des publications, des posts, des commentaires, pour décrédibiliser soit un point de vue, ou bien pour accréditer un autre point de vue. C'est ainsi que vous voyez parfois des trolls ukrainiens sur les réseaux sociaux, et de l'autre côté, des trolls, voilà, les Russes aussi ont adopté récemment cette affaire-là. Donc il y a des trolls dans tous les domaines, mais les Israéliens ont beaucoup de trolls dans tous les sens. Les Américains en ont beaucoup aussi. Et aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, ils vont automatiser ces trolls-là. On assiste à des comptes, il n'y a personne derrière, mais qui partent lâcher certains types de commentaires derrière des publications pour essayer de ridiculiser, voilà. C'est une bataille, quoi, des idées. Est-ce que vous comprenez? Tapotez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Sécurisez le live, la famille. Donc vous comprenez un peu, si tu mélanges finalement ça, son côté anti-israélien, ses critiques envers le gouvernement d'Israël, et que tu rajoutes à ça Donald Trump, qui était de plus en plus accablé par son tropisme pro-israélien, hein, son israélolatrie, son israélophilie, la trahison de ses promesses de campagne, sur l'Iran, sur la Palestine, sur l'Ukraine, ainsi de suite. Sur l'arrêt de la guerre, n'est-ce pas? Sur l'usage de l'armée, n'est-ce pas? Et donc, le fait aussi que Trump, comme on dit, il a été rattrapé par le système. Lui qui se présentait comme anti, mais moi je ne suis même pas d'accord avec cette affirmation. Des gens disent que Trump a été rattrapé par le système, mais Trump n'a pas été rattrapé par le système. Trump est le système depuis le début. Le Trump s'est joué des gens en leur faisant croire qu'il était anti-système alors qu'il représente le... Tu ne peux pas être un milliardaire et puis être en contre le système. Ça n'a aucun sens. Je ne sais même pas comment les gens font pour croire que Trump était anti-système depuis longtemps. Comme je l'ai dit, il était financé par Sheldon Adelson. C'est quand même un riche, un milliardaire qui était un membre influent du ZOA, Zionist Organization of America, l'organisation sioniste d'Amérique. Est-ce que vous voyez? Qui a donné quand même 200 milliards, près de 400 milliards au tout, hein, près d'un demi-milliard
pour la campagne de Trump. L'affaire Epstein, la critique de Elon Musk et son éloignement, hein? La promesse de Trump. Alors, sur la promesse de Trump de mettre l'affaire Epstein, alors, il y a un truc qui va vous étonner, c'est que aux États-Unis, allô, vous m'entendez? En septembre, le 14 septembre 2025, la Chambre des représentants des États-Unis, l'équivalent du Parlement ou de l'Assemblée nationale, ils étaient sur le point, ils avaient promis que le 14, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le jour, c'est pas pour rien que j'ai fait ce live là aussi aujourd'hui, c'est important. Aujourd'hui, là, le 14 septembre, c'est aujourd'hui qu'on devrait voter au Parlement ou qu'on devrait autoriser la divulgation des documents de Epstein. Est-ce que vous comprenez? C'est aujourd'hui qu'on avait prévu de divulguer ça. Parce que dans la Chambre des représentants aux États-Unis, n'est-ce pas, ils étaient sur le point de faire un vote très significatif sur le fait de la publication des documents de Jeffrey Epstein. Et cette affaire-là, c'était conduit par des efforts particulièrement d'un gars qu'on appelle Thomas Massie. C'est ce que les Américains appellent un représentant, avec un député américain, n'est-ce pas? Je crois qu'il est député du Kentucky, hein? Quelque chose comme ça, ou je crois que c'est le Kentucky, quelque chose comme ça. Et il y a aussi l'autre s'appelle Ro Khanna. Donc il y a Thomas Massie et puis Ro Khanna, qui lui est représentant de Californie, qui ont rédigé une pétition. Ils ont mis en place une pétition. Une pétition, n'est-ce pas, qui avait eu, je crois, quelque chose comme 218 signatures pour pouvoir forcer l'Assemblée, n'est-ce pas, de voter. Donc 218, c'était assez sécurisé. Donc, avec 218 voix, c'était suffisant pour, n'est-ce pas, pour pousser la Chambre des représentants à faire un vote. Et ce vote-là devrait se dérouler au plus tard le 14 septembre ou le 15 septembre 2025, c'est-à-dire entre aujourd'hui ou demain. Et malgré, c'était en fait une façon d'enjamber l'opposition de Mike Johnson, n'est-ce pas, qui est le speaker de là-bas, celui qui parle au niveau de l'Assemblée, ils appellent ça le speaker. Je crois que c'est le chef de la Chambre des représentants, un truc comme ça. Malgré son opposition, donc avec cette pétition, ça allait les permettre de divulguer ça. Et ce cours normal des choses là, n'est-ce pas, ce développement-là, ça suit en fait une série de procédures et des manœuvres, n'est-ce pas, un peu politiques et des batailles sur la transparence des politiciens. Les gens veulent que les politiciens américains soient maintenant transparents. Et donc, les gens ne veulent plus, ça fait longtemps, l'affaire Epstein est en train de durer. Tout le monde veut voir cette liste et savoir qui était dessus. Mais rappelez-vous, Epstein, on l'a suicidé en prison, n'est-ce pas? Les gens l'ont pendu volontairement en prison pour empêcher que cette liste soit divulguée dans une prison fédérale. Tous les jours, les caméras de surveillance de cette prison étaient souvent allumées. Mais le jour de sa mort, c'était le jour où, par hasard, pour des raisons de maintenance, où les caméras n'étaient pas allumées comme par hasard. Et comme toujours par hasard, comme le hasard sait bien faire les choses, il y a souvent une ronde des gardes, des surveillants pour surveiller qui passaient à chaque fois devant les cellules. Mais ce jour-là, comme par hasard, ils étaient trop fatigués, ils n'ont pas pu faire cette ronde-là. Et comme toujours, le hasard sait bien faire les choses encore, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un hasard, d'un autre hasard. Toujours comme par hasard, il y avait des câbles d'ordinateur dans sa chambre. Normalement, on n'autorise pas aux détenus d'avoir des câbles d'ordinateur, mais lui, on ne sait pas comment il a fait pour avoir des câbles d'ordinateur dans sa cellule. Et comme par hasard, ces câbles-là ont pu tenir, il s'est pendu avec ces câbles. C'est vrai un peu. Bon,
Il y a trop de hasard dans cette affaire-là. Et le hasard en question a tellement bien fait les choses que tapotez le live s'il vous plaît, la famille, partagez, sécurisez massivement le live. Et donc, ça avait commencé donc depuis le 3 septembre. Donc le but c'était d'autoriser finalement ça. Mais, comme vous le savez, c'est cette affaire-là, depuis que Charlie Kirk a été assassiné, je crois que c'était le 11, hein? Dites-moi les amis, c'est le 10, non? Le 10. Comme par hasard, Charlie se fait assassiner le 10. Et sa mort vient résoudre beaucoup de problèmes. Premier problème, depuis l'assassinat de Charlie Kirk, le gouvernement de Donald Trump a bloqué les dossiers, la procédure de révélation des dossiers de Epstein. Désormais, c'est fini. Donc tout ce qu'ils avaient mis à la manœuvre là, ça a été, la publication de dossiers a été bloquée. Mercredi dernier, voilà. Depuis le mercredi dernier, c'est bloqué. Donc, alors qu'ils étaient à deux doigts, ça leur a pris des années pour ça. Ils étaient à deux doigts d'obliger le Parlement à voter, n'est-ce pas, pour publier ça. Et le Parlement allait voter positif. Mais là, le gouvernement vient de bloquer. Deuxième chose, il y a un amendement qui a été adopté qui interdit au Pentagone, c'est-à-dire que le département de la Défense, le Pentagone, hein, de boycotter Israël. Aux États-Unis, il est désormais interdit de boycotter Israël. Est-ce que vous comprenez? Un truc qui est quand même assez dingue. Il faut mettre dans le groupe Telegram. On s'en fout d'eux. Des fois, les gens, ils sont... C'est des trucs où il y a deux personnes, vous allez partir, et puis c'est vous qui leur donnez de la visibilité. Est-ce que vous comprenez? Tapotez s'il vous plaît la famille, partagez, sécurisez le live. Tapotez s'il vous plaît. Ne donne pas son compte. Mais n'allez pas là-bas. Pourquoi vous voulez aller avoir son compte? N'allez pas là-bas, on s'en fout de ça. C'est vous qui partez donner de la visibilité à ces gens-là. C'est la petite l'autre là, depuis la dernière fois depuis qu'on l'a humiliée hier sur un live. Maintenant, sa vie s'est fait des lives contre moi sur TikTok. Tapotez le live s'il vous plaît la famille. Donc, troisième chose. Donc, la deuxième chose, c'est que le gouvernement américain, comme je vous le disais, a bloqué, n'est-ce pas? Donc, avait proposé d'abord même un projet de loi, n'est-ce pas? Avait fait un amendement, adopté un amendement pour interdire au Pentagone de boycotter Israël. Autrement dit, il y a une loi désormais aux États-Unis pour faire que le département de l'armée, de la défense américaine, qui s'appelle maintenant ministère de l'armée, Department of War. Ça explique quelque chose. Ça veut dire qu'on s'apprête. Nous sommes dans une période où ces gens-là veulent créer une guerre civile. Si bien que Trump renomme son gouvernement en Department of War. C'est-à-dire que département de la guerre. Et Emmanuel Macron, quand il était arrivé, il avait enlevé le mot ministère de la Défense. En France, on ne dit plus ministère de la Défense, on dit le ministère des Armées. Est-ce que vous voyez un peu? Le ministère des Armées. Et eux, ils disent département of War. Donc, ça veut dire que tout le monde se prête à faire la guerre parce que les États-Unis en réalité ne se défendent pas. Les États-Unis attaquent. Donc là, pour une fois qu'ils assument ouvertement que c'est un... D'ailleurs, même Trump est en train de trouver un moyen pour que ce soit pérenne. Parce que normalement, pour ces types de réformes, comme c'est juste administratif, il suffit qu'une autre administration, un autre président vienne, il peut décider de renommer. Mais là, il veut faire que ce soit... il veut pousser que ce soit voté à l'Assemblée nationale. Donc, à la Chambre des représentants. Pour faire en sorte que ce soit pérenne, quoi. Que quelqu'un ne vienne pas déboulonner ça facilement. Troisième chose. Depuis la mort de Charlie Kirk,
le gouvernement de Trump a proposé une loi que l'autre là, Marco Rubio, n'est-ce pas, a d'ailleurs beaucoup soutenu, hein, pour Marco Rubio, n'est-ce pas, qui a le droit finalement, il dit on peut révoquer des passeports pour Israël si jamais vous critiquez, des passeports américains si tu critiques Israël. Donc on peut révoquer le passeport des Américains qui critiquent Israël désormais. Et c'est un projet de loi qui est actuellement, qui va bientôt être voté. Donc ça vient d'être proposé. Quatrième chose qui est arrivée depuis la mort de Charlie Kirk, la Chambre des représentants, c'est-à-dire que leur Parlement, a approuvé, a voté une loi pour plus de 250 millions de dollars qui seront donnés à la défense, au système, tu sais, la défense antimissile de Israël. Les Américains étaient contre parce qu'ils se disaient pourquoi on doit donner 250 millions à Israël. Ils peuvent quand même se débrouiller tout seuls. C'est quand même voilà, ils ont grandi. On n'est pas leur mère. Est-ce que vous voyez un peu? La Chambre des représentants a voté juste après sa mort là. Ils ont pu voter pour 650 millions de dollars qui seront donnés pour la défense antimissile d'Israël. Et cinquième chose, Marco Rubio, au moment où je te parle, il est actuellement en Israël. Il est arrivé en Israël. Marco Rubio, pour ceux qui ne savent pas, c'est le secrétaire d'État aux Américains. Hein? Je crois, il est secrétaire d'État, non, Marco Rubio, les amis? Ou bien secrétaire à la défense même? Il est secrétaire d'État ou secrétaire à la défense? Je crois qu'il doit être secrétaire. Secrétaire d'État, c'est ministre... secrétaire d'État, non, oui, secrétaire d'État. Secrétaire d'État, pour ceux... En fait, eux, ils disent secrétaire. Hein. Et les ministères aux États-Unis, on appelle ça département. Hein, Department of Justice, Department of... ainsi de suite. Ça veut dire ministère ainsi de suite. N'est-ce pas? Et secrétaire d'État, ça veut dire ministre de la Défense. Donc, secrétaire, c'est ministre aux États-Unis. Secrétaire à la Défense, ça veut dire ministre de la Défense. Les secrétaires d'État, c'est ministre des Affaires étrangères. On appelle nous des Affaires étrangères. Donc, Israël tient les États-Unis à la poche. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc, en même temps, tout ça, c'est bizarre. Il y a, selon, il y a une organisation qui s'appelle IPAC Tracker, qui traque un peu des gens qui traquent l'influence des lobbies israéliens sur le gouvernement américain. Ils ont récemment révélé que Marco Rubio, le secrétaire d'État à la Défense, il avait reçu 1 13 563 dollars qui venaient des lobbies pro-israéliens, à savoir l'IPAC, le NORPAC, US Israel PAC, Citizen Organize PAC. Et ça, vous le trouvez, c'est l'autre là qui avait publié ça, c'était opensecret.org. Et il y a aussi un autre député américain qui s'appelle Brian Mast. Et lui, Brian Mast, d'ailleurs même c'est celui qui a fait la polémique récemment parce que il est parti dans l'Assemblée nationale des États-Unis en portant la tenue de l'armée d'Israël. Donc, un appel, attendez. Quand l'appel a coupé. Vous aussi, vous pouvez pas me dire que le micro est fermé. Vous m'entendez là-bas? Allô? Ah, ok. Donc, hein, vous voyez un peu? Nous étions donc en train d'expliquer que
Brian Mast, qui est un député américain qui avait fait le scandale récemment parce qu'il s'était affiché avec... il est parti, n'est-ce pas, il s'est affiché avec il est parti dans la Chambre des représentants, n'est-ce pas, avec la tenue de Israël. Lui, il a touché 700 000 dollars. 700 480 dollars. Il a touché des lobbies pro-israéliens. Alors, c'est presque 1 million. Hein? Donc, vous voyez un peu. Donc, quand il faut sortir l'argent sur ce plan-là, eux, ils en ont. Et donc, vous verrez que dans cette affaire de Charlie Kirk, n'est-ce pas, il y a des choses qui sont... Il y a trop de zones d'ombre. Mais quand on regarde très bien, en fait, ces zones qui paraissent ombrageuses deviennent très claires. D'ailleurs, celui à qui maintenant on a imputé cette mort-là, vous allez voir à la télé, c'est un jeune là, n'est-ce pas, c'est quoi son nom même déjà, hein? Le jeune qui a l'image là, celui qui est à côté de Charlie Kirk. C'est un jeune il s'appelle Tyler Robinson, si ma mémoire est bonne. Hein? Tyler Robinson, il n'a que 22 ans, n'est-ce pas? Bon, ils l'ont arrêté. Quand tu le vois lui-même, tu te dis, bon, lui là, je ne suis pas sûr que ce soit lui. Et c'est, paraît-il, son propre père qui l'a dénoncé. Alors, c'est dingue. Hein? On a dit que celui qui réussirait à le dénoncer aurait une grosse somme. Et regardez comment les Yamnaya sont. Regardez comment les Yamnaya sont. C'est-à-dire que le gouvernement dit celui qui réussira à le dénoncer aura une grosse somme qui a été promise. Je ne me souviens plus du nombre de... C'est 100K, hein? 100 000 dollars. Hein? Ou bien? Je ne sais plus la somme qui a été prévue. Les amis, s'il vous plaît, tapotez, on est presque à 1 million. On doit faire 1 million. Et donc, pour 100 000 dollars, ce gars-là a trahi son propre fils. Et pour le moment, on n'a pas encore la confirmation réelle que ce soit lui. Il a trahi son propre fils, mais moi, je ne pense pas que ce soit lui. Donc, il n'y a que deux choses. Tu sais, il faut être organisé, il faut des gens pour étudier le vent, la météo, ainsi de suite, ce jour-là pour que ce soit très bien. Il faut une équipe ultra organisée. Tapotez s'il vous plaît, partagez, sécurisez le live. Donc, vous voyez un peu? Donc, vous voyez par vous-même, d'ailleurs même, hein, le gouverneur de l'Utah, il s'appelle Spencer Cox, il a fait une information dernièrement. Il a dit en fait que Tyler Robinson n'a pas du tout revendiqué, ni n'a pas confessé le meurtre en fait. C'est-à-dire que depuis qu'on l'a arrêté, on ne fait que l'interroger. Le mec il dit c'est pas moi, j'y suis pour rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'y a que deux choix. Soit ce type-là a été sous scopolamine, c'est-à-dire qu'on lui a fait ingérer de la scopolamine, et je pense même que c'est pas le gars-là qui a assassiné, je vous jure vraiment. Je pense que ce gars-là a été soit utilisé, s'il sait réellement tirer, faire des tirs de précision, il était probablement sous scopolamine, ou alors c'est un tireur de précision qui a tiré. Maintenant, lui, comme il était sous scopolamine, on lui a dit, rends-toi sur le toit de tel immeuble. Tu sais, il y a des trucs comme ça, on dit, on t'a vu là-bas, regarde des images de surveillance. Il dit, mais c'est pas moi qui ai tiré. Mais il n'y a pas l'image du gars en train de tirer. On n'a pas son image en train de tirer. Donc, c'est quelque chose qui est... Je pense que Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont organisé la pragmatisation de Charlie Kirk. Parce que d'un coup, ça bénéficie à Israël parce qu'il devenait trop critique de Israël. Et ce n'était pas une bonne chose. Il critiquait trop. Il était suivi par trop de personnes. Il avait de l'influence. Et ça aide Donald Trump. Ça sert Donald Trump parce que la mort de Charlie Kirk, il était un pro-Trump. Ça aide Donald Trump à avoir plus de sympathie au niveau du public. Et ça permet à Trump de bloquer la diffusion des fichiers de Epstein, comme il est à l'intérieur lui aussi.
n'est-ce pas? Et ça lui permet, n'est-ce pas, d'avoir encore plus de remonter sa cote de popularité qui était en train de chuter. Et ça lui permet de regagner de la sympathie auprès des gens qu'il a déçus en allant attaquer la Palestine, en attaquant l'Iran, en soutenant Zelensky, n'est-ce pas? Et en faisant en gros toute une sorte, en étant très pro-Israël, quoi. En faisant tout un nombre de choses qu'il avait promis de ne pas faire, en étant en quelque sorte sous la botte de l'État profond. Donc, mon analyse, c'est que c'est Trump et Israël qui ont fomenté cette attaque-là. Et ça ne m'étonnerait pas que le Mossad et, n'est-ce pas, et les services américains profonds soient derrière. Est-ce que vous voyez un peu? Ce qui est vraiment quelque chose d'absolument incroyable. Donc, si vous cherchez, ne cherchez pas loin, la vérité, elle est là. Ce type-là n'est que... C'est comme l'assassinat de Trump. Le pauvre jeune qu'ils ont accusé, quand tu le regardes, tu te dis, celui-ci ne pouvait pas faire un tir aussi précis. C'était une mascarade. Je ne sais pas comment les gens font pour gober même ces choses. Il y a des trucs, quand tu regardes, tu sais que c'est une mascarade. Dès que tu as un peu de... Je sais pas. Moi, j'ai atteint un niveau où, quand je regarde quelque chose, c'est ça que ça sert d'avoir des connaissances. J'ai atteint un niveau où, quand je regarde un phénomène, je ris même. Quand je voyais que non, Trump, tentative d'assassinat contre Donald Trump, j'ai même ri ce jour-là. J'ai dit c'est tellement visible que... C'est tellement clair que c'est une manipulation. C'est pour... Tu sais, ces gens-là sont prêts à tout. Je pense que la personne n'avait pas tiré sur Trump. La personne avait tiré derrière Trump. Et parmi des personnes qui étaient venues se mettre tu sais, pour une balle à effleurer son oreille, c'est des conneries, tout ça. Tu ne peux pas... Écoutez-moi. Tu ne peux pas aller avec... C'est moi qui vous le dis. Tu ne peux pas aujourd'hui assassiner un président américain ou un ancien président américain. C'est pas possible. Tu ne peux pas aller monter sur un toit. Tu es allongé avec un fusil sniper. Mais tu crois que les satellites des États-Unis là, c'est braqué sur qui? Et il fait semblant, non, dans l'oreille. En fait, il s'est fait couper l'oreille par quelqu'un. À côté, on lui a mis, je sais pas, des trucs qui ressemblent à du sang à côté là-bas. C'était pour attirer la sympathie du public, pour qu'on vote pour Trump. On s'est dit vraiment, si les gens vont jusqu'à essayer de l'assassiner, ça veut dire que ce gars-là est vraiment un danger. Résultat, il est arrivé au pouvoir. Et on a montré qu'en réalité, il fait partie de l'État profond. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la politique spectacle. Et comme on dit, on ne change pas une méthode qui gagne, eh bien, comme cette tentative d'assassinat avait fonctionné, là maintenant, il passe à l'assassinat direct pour attirer la sympathie. C'est comme ça. C'est comme ça que l'on fait des analyses profondes. Son oreille a vite guéri, évidemment. Donc c'était de la pure fiction, non, de la pure manipulation, pardon, une invention. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est quelque chose qui est vraiment, je trouve, incroyable. Incroyable, hein? Voilà un peu mon analyse sur cette affaire de la mort de Charlie Kirk. Comme toujours, nous quand on fait des analyses, c'est très pointu, c'est très réaliste. Hein? Maintenant, Israël frappe le Qatar. Bon, vous savez, le Qatar a joué le jeu d'Israël pendant longtemps. Le Qatar est un allié des États-Unis d'Amérique.
Normalement, quand tu frappes un allié des États-Unis d'Amérique, les Américains se mettent sur ton dos. Sauf si c'est Israël qui te frappe. Bizarrement. Sauf si c'est Israël. Ce qui se dit, mais tiens, si c'est Israël qui te frappe, là, no suicide. Donc, on se rend compte que Israël est devenu une force de déstabilisation du secteur. Pour accélérer son programme de création du grand Israël, qui quittera de Nil jusqu'à l'Euphrate, ils veulent rentrer en guerre avec tous les pays qui sont là-bas. N'est-ce pas? Ils rentrent en guerre contre l'Iran, rentrent en guerre contre, voilà, ils provoquent la Jordanie, tous les pays qui sont tout autour, quoi. Tous les pays. C'est la même logique avec Doha. Israël a financé Doha, a utilisé le Qatar pour financer le Hamas pendant longtemps. C'est-à-dire que le gouvernement israélien, ils l'ont dit eux-mêmes à la télé qu'ils ne faisaient pas transiter des fonds par le Qatar. N'est-ce pas? Ils avaient des accords avec le gouvernement qatari. Donc le gouvernement qatari finançait le Hamas à la demande d'Israël. Et donc le Qatar a pactisé avec le diable. Et maintenant, vous savez ce qu'on dit? Celui qui danse avec le diable, comme dit le proverbe africain, celui qui danse avec le diable, il finit par lui pousser une queue. Pas la queue du devant, celle du derrière. Merci beaucoup, la reine First Lady et la reine Lilou, qui sont en train d'illuminer le live. Vous voyez un peu, celui qui danse avec le diable, il lui pousse une queue. C'est ce qu'ils ont fait. Ces gens-là ont collaboré avec des serpents. Maintenant, ils veulent vitrifier également le Qatar, parce que le Qatar les gêne aussi, voilà. C'est plus beau que Israël, ainsi de suite. Donc si on pouvait le raser, pourquoi pas. Et le Qatar ne peut rien faire. Là maintenant, bon, ils ont créé une organisation. Merci beaucoup la reine Lilou, incroyable. Les amis, s'il vous plaît, faites comme Lilou et First Lady, sécurisez massivement le live. Donc, c'est pas la première fois, ils avaient déjà frappé une fois. Là, ils ont refrappé encore. Je pense que finalement, il y a une forme de carte blanche. Par contre, si le Qatar frappe Israël, là, les États-Unis vont réagir. Mais si c'est Israël qui frappe, donc il faut comprendre que Israël, c'est les États-Unis. Celui qui a vu les États-Unis a vu Israël. C'est pourquoi nous devons créer les États-Unis d'Afrique. Comme ça, celui qui frappe Haïti aura les États-Unis d'Afrique sur son dos. Celui qui frappe la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, ainsi de suite, en fait, ce sera une extension de l'Afrique vers là-bas. Tout comme Israël est une extension de l'Amérique. Il n'y a que comme ça. Voilà pourquoi, vous savez, quand nos grands intellectuels disent que l'État fédéral africain, les Diop et Obenga, c'est le seul moyen, quand depuis les Marcus Garvey parlaient de réunir les pays africains, c'est le seul moyen véritable. Mais il y a des gens qui dorment encore aujourd'hui qui n'en ont pas conscience. C'est notre salut. Donc tout le combat que nous menons, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan spirituel, sur le plan historique, ainsi de suite, tout ça a pour objectif de créer les États-Unis d'Afrique. Toi, Malus, qui dit les États-Unis d'Afrique, ça ressemble à une utopie jusque-là. Les États-Unis d'Amérique, ça ressemblait à une utopie jusqu'à ce qu'ils l'ont rendu possible. Les États-Unis slaves, c'est-à-dire que la Fédération de Russie, même l'Union soviétique, les États-Unis, les États soviétiques unis, ça paraissait comme étant une... donc l'union des États, des républiques soviétiques, c'était un mythe. Ils l'ont rendu possible. Qui pouvait croire que les pays européens pouvaient créer une union, un État européen? Mais nous voyons que l'État européen commence à devenir une réalité. L'AES, les gens pensaient que c'est pas l'autre là, mais l'AES est en train de devenir un État petit à petit. Même les Israéliens,
Nous voyons qu'ils sont en train, ils agressent tout le monde. Tout le monde pensait que le projet du Grand Israël était un fantasme. C'est pas en train de devenir réel, là. Ils sont pas en train de travailler pour ça. L'Afrique va avancer avec des visionnaires, des gens qui sont capables de regarder l'avenir à des kilomètres, à des siècles à l'avance même. L'Afrique ne va pas se développer avec des personnes qui ont peur, qui pensent que c'est utopique, qui n'ont pas confiance, qui n'ont pas foi en leur culture, en leurs semblables. Tu dois avoir confiance en l'Africain. Tu dois avoir confiance en ton peuple, en ta culture, en ton pharaon. Les gens qui disent qu'ils sont réalistes, c'est un faux réalisme. C'est un manque de vision, c'est un manque d'ambition, c'est un manque comment on appelle? Quand on ne connaît pas réellement le passé, je sais pas, c'est ça quoi. C'est un manque de confiance en ta culture, en ta tradition, à tes semblables. Tapotez le live s'il vous plaît, la famille, partagez le live. Donc, Israël qui frappe le Qatar, ça ne m'étonne pas. Le Qatar est souvent utilisé par les Européens et par Israël pour financer. Et je pense qu'ils le font aussi parce qu'ils savent que le Qatar ne peut rien faire. Et c'est souvent des frappes. Quand tu regardes au niveau de l'analyse, on te montre que au niveau des couloirs aériens, le Qatar avait déjà annoncé la fermeture de l'espace aérien pour éviter qu'il y ait... Voilà, certains personnels ont été évacués, comme s'ils savaient qu'un missile va arriver. Et là, après, donc c'est des trucs qui sont faits de connivence, quoi. C'est l'autre là. J'ai une question. Oui, posez vos questions si vous les avez. Et pour la manif qu'il y a en Angleterre, bon, ça va être un peu long, je pense pas qu'on va développer ça aujourd'hui. Je crois que j'ai vu un peu trop gros en mettant tout ça. La manif qu'il y a en Angleterre, vous savez, ça fait depuis longtemps que Nigel Farage et tous les mouvements d'extrême droite parlent en Angleterre et pointent l'immigration. Mais qui fait venir l'immigration en Angleterre? Donc, ce n'est pas les immigrés qu'il faut pointer du doigt. Il faut pointer, vous savez, les gens d'extrême droite, que ce soit l'extrême droite anglaise ou française ou autre, ou même états-unienne, ils n'ont pas les couilles de pointer au-dessus d'eux. Ce sont les patrons des multinationales. Ce sont les gens de la City de Londres, c'est-à-dire que les Rothschild et ceux qui tiennent la City de Londres, qui rendent possible. Ce sont des organisations comme Open Arm, Open Society, ainsi de suite, qui financent l'arrivée des immigrants en Angleterre. Donc quand je vois beaucoup d'Anglais sortir, oui, ce sont des Afghans, ainsi de suite, voilà, ils veulent islamiser l'Angleterre, d'accord, je comprends. Mais qui vous a demandé d'aller bombarder leur pays d'abord? Ok, d'accord, je suis contre l'islam, ainsi de suite, des choses comme ça. Vous pouvez être contre l'islam comme vous voulez. Mais quand même, qui vous a demandé d'aller bombarder leur pays? Foutez-leur la paix avec leur pays. Vous partez bombarder l'Afrique, vous partez bombarder l'Orient, vous partez bombarder toute la terre entière, et vous vous étonnez que des réfugiés viennent chez vous. Mais ces gens-là viennent chercher chez vous ce que vous volez chez eux. Ces gens-là viennent chercher chez vous la sécurité parce que vous semez l'insécurité chez eux. Celui qui exporte la guerre importe les immigrés. Celui qui exporte la guerre importe l'immigration massive. Celui qui sème la colonisation récolte le grand remplacement. Il récolte le grand remplacement. Donc quand les gens se plaignent, un instant s'il vous plaît. Donc ce qui fait que le phénomène... Medusa, un rappeur antillais connu, a mis un audio de toi dans une de ses mixtapes récemment. Ça y est où? Où est la mixtape en question? Faut que j'écoute la mixtape. Là, je vais mettre le live en pause. Dis-moi, ça s'appelle comment mixtape en question? Non, c'est Klaus Schwab. Mais je pense pas que vous connaissez Klaus Schwab, le patron du World Economic Forum. Mais je pense pas. C'est plutôt une rêve, plutôt des gens qui font souvent de l'analyse géopolitique.
Ça doit être un peu le temps. Ça y est où, les gars? On va écouter d'abord la mixtape là. Hein? Ça y est où? Ta mixtape là est où? La mixtape, voyez-nous. Donc, voyez un peu les amis. Sur le plan géopolitique, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, cette affaire on va écouter ça vraiment. Ouais, vous me rappelez, il y a le frère là aussi, s'il vous plaît. Oh, j'avais complètement oublié. Je pense qu'il doit même m'en vouloir. Il y a un frère qui m'a demandé de lui faire un audio aussi pour sa chanson Diedos. Oh, s'il vous plaît, contactez Diedos. Le pauvre, c'est pas possible. Oh, c'est maintenant que tu me rappelles, j'ai entendu mixtape là. Il doit m'en vouloir. Il a pensé peut-être même que je l'avais ghosté ou que je l'avais complètement. Il m'avait contacté, il m'avait demandé de lui faire un audio qu'il va mettre dans un projet qu'il est en train de faire là. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est le frère Diedo. C'est incroyable. Le live de Seigneur Bonbon. Non, j'étais en voyage. Seigneur Bonbon, c'est ce mercredi là qu'on va refaire. Le live de Seigneur Bonbon, j'étais en voyage, les amis. J'étais en déplacement pendant plusieurs jours et je suis revenu seulement récemment là. C'est pour ça que je n'ai pas livé ces jours-ci. Et aussi, on m'a volé mon téléphone. Donc là, je suis en train d'utiliser un téléphone bizarre là, comme deuxième téléphone. Il faut que j'achète rapidement un autre téléphone. Mon Samsung Fold là, on a volé ça. C'est grave. Hein? Ça m'énerve quand le sort s'acharne comme ça là et puis on m'a volé ça, le Samsung Fold là.